Odile le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Floriane Marinier. Odile le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Odile, le podcast. Aujourd'hui, nous parlerons d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle mise au service de la lutte contre les désordres de l'information. On a déjà beaucoup parlé d'IA dans ce podcast, parfois des IA qui peuvent mal orienter leurs utilisateurs, et c'est précisément ce que veut éviter de faire Akili-Check. Akili-Check, c'est un outil qui a été créé en Afrique pour un public africain, une collaboration entre des initiatives de vérification des faits et des rédactions. Il s'agit d'un robot conversationnel à qui on peut demander de vérifier des faits, et l'originalité de l'initiative, c'est que lorsque l'IA cale, elle demande à des humains, et pas n'importe quels humains, des vérificateurs de faits. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler Ambre Delcroix, qui est journaliste spécialiste de l'Afrique et consultante en relations publiques et diplomatie culturelle internationale. Elle travaille notamment pour l'une des initiatives à l'origine d'Akili-Check, Tama Media, un média implanté dans plusieurs pays, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et qui est évidemment membre d'Odile. Et avant d'entendre Ambre Delcroix et son interview en longueur, voici un extrait à propos d'Akili-Check. Akili va aller chercher les informations déjà sur les plateformes qui sont identifiées et qui, elles, vont transmettre des informations qui, jusqu'à maintenant, se sont avérées plutôt correctes. Et dans un second temps, si l'application estime que c'est compliqué parce qu'il y a trop d'informations contradictoires, là, on compte vraiment sur le journaliste, en sachant que l'identité des journalistes n'est pas diffusée. Donc, ils vont vraiment répondre de manière neutre et objective à la question. Mais comme d'habitude, nous commençons avec l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information. Alors on commence avec cette enquête édifiante du Guardian et de Desmog sur la désinformation climatique. Les deux médias ont épluché une centaine de documents qui ont mis au jour des échanges sur 30 ans entre la compagnie pétrolière Exxon et le réseau Atlas. L'objectif, c'était d'inonder l'Amérique du Sud de narratifs climato-sceptiques pour servir évidemment leurs intérêts économiques. Alors si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire un résumé de cette enquête en français sur le site de l'agence Science Presse. Et on continue avec le lancement du programme de cybersécurité Cyber for Good, en bon français, dédié à la protection et à la formation des journalistes face aux risques de manipulation dans l'espace numérique. Ce programme a été développé par le fonds de dotation d'Advance, en partenariat avec plusieurs acteurs, dont Check First et les surligneurs. Il est déjà possible de s'inscrire au programme sur le site que vous retrouverez en note d'épisode. En Côte d'Ivoire, les désordres de l'information se sont amplifiés lors de la campagne présidentielle. Et comme l'a remarqué Pessachek, les candidats ont été tour à tour victimes et bénéficiaires des manipulations qui ont agité les réseaux sociaux. Leur enquête, qui revient en détail sur les différentes manières de nourrir la désinformation dans le pays, est disponible sur leur site et ce sera également dans les notes d'épisode. Et on termine avec un appel à témoignage du Centre international des journalistes l'ICFJ et de l'ONU Femmes. Les deux organisations se penchent sur les violences en ligne subies par les défenseuses des droits humains, les militantes et les journalistes. Et elles ont besoin du point de vue des premières concernées dans le cadre d'une nouvelle enquête. Le questionnaire est disponible en français dans les notes d'épisode et si vous êtes concerné, évidemment, on vous invite à y répondre. Ambre Delcroix, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle et de la manière dont elle va pouvoir être utilisée aussi au bénéfice de nous tous, des citoyens, pour notamment vérifier de l'information et comment elle va s'imbriquer avec l'expertise de fact-checkers, de vérificateurs de faits et de journalistes. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par décrire la manière dont localement vous utilisez l'IA ? Alors oui, nous utilisons l'IA localement sur l'Afrique francophone pour vérifier des informations de manière digitale, ce qu'on appelle le fact-checking. Si on peut rentrer un peu plus en détail, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, si je suis à Dakar, je peux utiliser un robot conversationnel pour vérifier des infos. Comment ça marche ? J'envoie un lien, une capture d'écran, comment ça fonctionne ? Alors, en fait, vous pouvez, avec l'application Akili-Check, directement poser des questions, soit par voix, soit avec un texte, soit une demande de vérification avec une vidéo ou une photo. Et vous pouvez aussi accéder à l'application sur les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook, et directement sur le site Internet. Et comment ça vous est venu cette idée en fait de développer cette application ? Comment vous avez identifié les besoins
qui ont fait que vous avez pensé que c'était nécessaire, de développer ce nouveau, produit? Alors en fait, le fact-checking existe, il monte en puissance depuis 2022 à peu près et Akili Check est une plateforme qui est développée par des journalistes à la base. Donc dans nos recherches, nous avons toujours besoin de vérifier les informations que nous utilisons et nous avons remarqué effectivement la montée de désinformation qui était concomitante avec des situations, d'instabilité politique, dans les pays africains et en même temps aussi en lien avec des instabilités, sanitaires et parfois même sociales et dans notre, besoin, professionnel, nous avons décidé avec le soutien de différentes plateformes de créer cette application qui va aller interroger via l'intelligence artificielle des des sites qui sont référencés comme, vérifiés pour pouvoir donner des informations sur, des questions qui vont être posées. Faut savoir que Akili a été développé surtout, par des structures qui sont basées en Afrique. Donc déjà Tama Media qui est une plateforme qui, décrypte l'actualité de l'Afrique avec des journalistes qui sont positionnés dans différents pays africains. Avec, une plateforme qui s'appelle La Voix de Mopti qui est à Bamako au Mali, enfin à côté de Bamako au Mali et également une plateforme qui s'appelle, Cetanal qui est au Sénégal avec un développement qui a été fait par une structure qui s'appelle Inexium, qui est basée en Côte d'Ivoire. Donc ce sont vraiment des structures basées dans des pays africains francophones qui ont décidé de travailler de concert pour développer cette application, au départ à destination des journalistes et ensuite à destination du grand public. Alors, ce que vous venez de dire est vraiment crucial, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours un peu de magie quand on parle d'intelligence artificielle et qu'elle est omnisciente, et cetera. Mais ce que vous dites, c'est non, non, l'IA, elle se base sur le travail de vérificateurs de faits et qui sont implantés en Afrique pour pouvoir donner l'information à l'utilisateur. Elle est basée sur quelque chose qui est déjà tangiblement fait en Afrique et sur un travail de vérification des faits. En d'autres termes, l'IA ne remplace pas les vérificateurs de faits. Alors c'est un travail, complémentaire, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des API, d'intelligence artificielle, Python, Longchain, des termes comme ça et les API vont venir interroger avec un système, sémantique des plateformes qui contiennent des informations. Je ne sais pas si Elasticsearch vous parle? Une fois que ces informations sont interrogées dans une base qui a été prédéfinie pour pouvoir, être considérées comme des données, sécuritaires, on va donner une réponse à l'utilisateur. Mais dans un second temps, s'il n'y a pas de réponse disponible sur internet trouvée avec ce champ sémantique, il va y avoir une escalade qui va être faite et envoyée à des journalistes fact-checkers la demande qui va être traitée dans les 2 heures maximum et renvoyée à l'utilisateur. Et si avec ces fact-checkers, il n'y a toujours pas de réponse qui est disponible, là, il y a une troisième étape qui se met en place avec les fondateurs qui vont eux-mêmes aller, chercher l'information. Alors, je vais essayer de décrypter un peu avant qu'on continue parce que vous venez d'aborder plein de sujets intéressants, mais juste pour faire un petit glossaire de ce dont vous venez de parler. Donc, une API, c'est un langage, une manière de parler d'ordinateur à ordinateur. Donc, en gros, quand quelqu'un va aller poser une question au chatbot, le chatbot lui-même va aller parler à la base de données des fact-checks que vous avez mentionnés, qui est constituée par l'ensemble des partenaires. Et Elasticsearch, c'est juste une espèce de moteur de recherche assez très efficace, même qui va permettre de donner rapidement une réponse via la même API. Donc voilà pour le côté un peu glossaire. Ce que vous dites là, c'est il y a des mécanismes prévus en disant ok, si l'IA ne sait pas répondre, plutôt que de répondre n'importe quoi, ce qui était un des problèmes aussi des IA au début qui continue à l'être, ce qu'on appelle les hallucinations, elle va faire aveu de faiblesse et dire non, non, moi je sais pas, on va demander à un humain. Et à ce moment-là, il y a une procédure qui permet d'alerter des vérificateurs de faits. J'imagine que l'utilisateur, donc celui qui au départ a posé la question au chatbot, est prévenu de ça et on lui explique attendez, on a escaladé cette requête à un humain, il va falloir être un peu patient. Oui, oui, tout à fait. Il y a une information qui s'affiche sur la plateforme et qui indique que la demande va être envoyée à des journalistes fact-checkers. Aujourd'hui, nous en avons une dizaine qui sont répartis sur différents pays africains. Mais cette plateforme est en train de grossir parce qu'en fait, des groupements de médias viennent rejoindre
Akili Check parce qu'ils comprennent l'utilité de cette initiative et le développement de la plateforme se fait de plus en plus grand. Nous allons passer sur un step 2 avec un nouveau financement et un soutien de l'Organisation internationale de la francophonie pour pouvoir aller aujourd'hui travailler avec la jeunesse qui est le cœur en fait de l'utilisateur des réseaux sociaux. En sachant que c'est vraiment avec cette montée du développement des réseaux sociaux, notamment WhatsApp et TikTok sur les pays africains francophones, qu'on voit aussi l'explosion de ces informations erronées. Alors on va revenir, un petit peu sur, le sujet des hallucinations qu'on avait évoqué, tout à l'heure. Dans le cas où c'est Akili qui répond, sans passer par cette étape, qui est assez intéressante de l'application, d'escalader la demande au fact-checker, comment vous faites pour éviter ce problème-là? Alors on travaille justement avec des plateformes qui sont à notre sens sécurisées, c'est-à-dire que par exemple, on a 36 médias internationaux qui sont renseignés comme plateformes sur lesquelles Akili peut aller chercher des informations, 37 médias qui sont sous-régionaux sur la thématique africaine, des organes de fact-checking au nombre de 29 et des agences de presse internationales qui font partie en fait des partenaires sur lesquels Akili Search va venir récupérer des données en RSS ou sinon il y a un scrapping qui va se faire sur les données, les plateformes qui n'ont pas de flux RSS. La question de Floriane, c'était comment est-ce que vous évitez les hallucinations? Et la réponse que vous faites, c'est on contraint la masse d'informations à laquelle le chatbot a accès, c'est-à-dire qu'il ne va pas inventer des choses qui ne sont pas dans les sources que vous venez de décrire. Exactement, où il ne va pas récupérer des informations qui viennent de sources qui ne sont pas à notre sens fiables. Et pour éviter justement de venir valider des informations qui ne sont pas correctes, en allant les récupérer sur une masse qui va peut-être diffuser ces informations-là et qui va donner le sentiment au chatbot que l'information est réelle parce elle est déployée sur plusieurs plateformes. Donc, c'est pour ça qu'on a contraint aujourd'hui, de plus en plus la plateforme agrandit le nombre de sites fiables, mais ça prend un certain temps pour nous, notamment sur les sites qui sont régionaux, pour valider la véracité des informations qui remontent. Comment est-ce que le public réagit après l'arrivée de cette intelligence artificielle? Est-ce que vous avez déjà des retours des utilisateurs? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils parlent à une intelligence artificielle parce que parfois on a l'impression de parler à des fact-checkers, même si on parle à une IA? Alors, avant de lancer officiellement sur un large public Akili, nous avons fait des tests auprès de la diaspora ici à Paris. On a réuni un peu ce qu'on considérait comme certaines personnes peut-être pensantes qui allaient venir confronter l'application pour avoir leur retour. Les premiers retours ont été que l'application fonctionne et elle est assez ergonomique, plutôt simple à utiliser. Euh, et les questions étaient plutôt sur l'implication de l'organisation internationale vis-à-vis des réponses qui étaient données, parce qu'on a toujours ce sentiment qu'il faut aussi vérifier que les informations ne sont pas dirigées par la structure qui finance ou qui construit le projet. Ça, c'est les premiers retours. Et dans un deuxième temps, nous avons testé l'application aussi auprès d'un public, entre guillemets, moins averti, parce que l'objectif de Akili est de permettre aussi l'utilisation aux personnes qui ne sont pas lettrées et qui ne sont pas accoutumées à ce mécanisme de contrôle et de vérification des données avant de les transmettre. Et les retours ont été que Akili est assez simple à utiliser et que le fait qu'il y ait la possibilité de poser une question par la voix facilite l'accès à l'application pour les personnes qui ne sont pas lettrées, notamment parce que l'application permet aussi aux utilisateurs de poser des questions en langue locale. Aujourd'hui, nous avons le Bambara, qui est une langue très parlée en Afrique de l'Ouest qui fonctionne sur Akili. Et nous avons pour objectif de développer les plus grandes langues des pays africains francophones, au-delà du français, pour que l'application soit utilisable par tous. Mais on n'a pas de restrictions vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les gens comprennent bien, parce que c'est expliqué dès le départ, que c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux questions. Et quand on escalade, il y a vraiment une information qui dit là, on va passer à un être humain, un journaliste qui va vérifier les informations
pour pouvoir nous répondre. Donc c'est vrai, on essaie vraiment d'être très clair. Alors merci de nous avoir expliqué, tout ce processus. Tout à l'heure, vous évoquiez, la possibilité d'évolution, d'Aqili, notamment, pour un public, jeune, via des financements et notamment de l'Organisation internationale de la francophonie. Akili était déjà, lauréat, d'un appel à projets de jumelage, je crois que c'était en 2023, avec, Tama Media et Sénétal dont vous parliez, tout à l'heure. Est-ce que vous aviez d'autres sources, de financement? Est-ce que vous comptez un petit peu diversifier aussi? Alors c'est vrai que c'est la première source de financement que nous avons aujourd'hui. Nous avons aussi adressé des demandes à d'autres structures pour pouvoir justement, diversifier et avoir, des revenus plus conséquents pour développer l'application. Parce que les la première vague de financement a été, si je vous donne une fourchette, entre 20 et 45 000 € pour développer une application avec des bases de données et des serveurs avec l'intelligence artificielle. C'est pas énorme, et la deuxième vague, de financement est à peu près à ce niveau-là, mais là pour objectif aujourd'hui d'aller plutôt sur l'éducation, sur la pédagogie et sur l'intégration de la jeunesse sur, le développement de ces applications-là. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que l'initiative part d'Afrique de l'Ouest, alors qu'habituellement, lorsque on voit des projets d'intelligence artificielle, alors l'essentiel vient des États-Unis, un peu d'Europe, un peu d'Asie. J'imagine que cette dimension locale aussi, et puis ce dont on vient de parler aussi, l'inclusion des langues locales, le Bambara et d'autres à venir, est une dimension fondamentale dans le projet aussi, que ce soit fait par les Africains pour les Africains. Oui, parce que l'idée, c'était vraiment de répondre à leurs besoins et pour pouvoir comprendre quels sont leurs besoins, il fallait impliquer aussi la population, à la fois la population, intellectuelle qui va participer au développement technique et au développement sémantique, mais aussi la population locale qui est une des premières cibles parce qu'aujourd'hui avec le déploiement de WhatsApp qui est une des premières sources, de réseaux sociaux avec Facebook en Afrique de l'Ouest, cette capacité que WhatsApp, apporte de pouvoir communiquer sans avoir à payer des cartes. Parce que je me rappelle de ma jeunesse quand j'ai vécu en Afrique ou quand moi j'étais en Europe et que j'ai encore de la famille en Afrique, on utilisait des cartes prépayées pour pouvoir appeler. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut, même avec Facebook, appeler directement la diaspora et la famille qui se trouve à l'étranger. Donc ce développement de réseau a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent via les réseaux sociaux et ne sont pas vérifiées et renvoyées directement. Donc, il a fallu que cette population-là soit, dans un premier temps, avertie et questionnée pour comprendre quels étaient les besoins. Et c'est comme ça qu'on a vu que c'est une population qui, pour la plupart, n'est pas forcément lettrée, qui comprend les audios, mais qui n'a pas la capacité de poser des questions écrites. Et c'est pour ça qu'on a voulu intégrer les langues locales pour qu'elles se sentent prises en compte aussi dans le développement de ce projet. Qu'elle n'ait pas le sentiment que ce soit un projet qui vient de l'extérieur et qui lui est imposé, mais qu'on voulait vraiment qu'elle comprenne que c'était dans un objectif de protection aussi du développement des informations qui circulent sur le continent pour éviter tous les conflits politiques, sociologiques et de santé publique qu'on peut avoir avec la circulation de fausses informations. En partant de ces besoins-là, est-ce que, l'intelligence artificielle va arriver à répondre le plus souvent, aux questions, du public? Ou alors est-ce que le recours à des fact-checkers est, très nécessaire? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'alertes personnalisées, qui vont escalader, jusqu'à vous? Alors, dans les statistiques que j'ai eues dernièrement, 80% des questions ont une réponse et dans à peu près 20% du temps, on va vers les journalistes fact-checkers. Mais en général, 80% des questions, on trouve une réponse sur internet. Alors, on a parlé un peu des retours de vos testeurs, et notamment sur ces questions de l'importance de l'audio, qui est vraiment louable comme initiative. Ma prochaine question va plutôt sur la réaction des rédactions, des fact-checkers. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'outil? Est-ce qu'ils le perçoivent ou est-ce qu'au début ils l'ont perçu comme une potentielle menace? Est-ce que c'est arrangé ou est-ce que je me fais des films? Alors, non, étant donné que nous avons de plus en plus de partenaires, de médias journalistiques qui rejoignent le projet,
Ils réalisent qu'Aqili, déjà, est une des premières plateformes qui combine ce côté intelligence artificielle, conversationnelle, plus fact-checking. Et c'est un outil qui est plutôt à destination aussi des journalistes, qui va les aider dans leur recherche plutôt qu'aller contre eux. Et puis, ça permet aussi de créer des métiers cibles qui permettent d'avoir des journalistes qui vont être spécialisés que dans ce domaine, qui vont faire que du fact-checking. Et donc là, l'application aujourd'hui a 10 journalistes, mais l'idée, c'est au fur et à mesure de travailler en collaboration avec des médias dans lesquels on va avoir des journalistes qui vont devenir professionnels de cette recherche d'informations erronées. Peut-être avant de passer à la question suivante, pardon, mais ça me fait penser à quelque chose. Vous disiez plutôt dans la conversation, au départ, c'était un outil qui était fait pour les journalistes et ensuite pour le public. Est-ce que Akili a aussi permis d'accélérer la vérification des faits pour les journalistes eux-mêmes? Alors, quand je dis qu'il était fait pour les journalistes, c'est qu'à la base, c'est un projet qui a été monté par des journalistes parce nous avons conscience de ce besoin de vérification. Et donc, dans cette recherche d'avoir une plateforme qui nous permet à nous aussi de vérifier les informations, on a ressenti le besoin de faire un projet qui va être plus large à destination du public. Dès son lancement, Akili était à destination du grand public, mais l'idée même a germé parce que les journalistes ont besoin d'une telle plateforme. Et du coup, la question était, Et est-ce est-ce que ça accélère la vérification des faits aussi pour les journalistes, oui, le oui, on fait a de d'avoir plus en accès? plus Alors, de plus en plus de journalistes qui utilisent cette plateforme parce que derrière, il y a aussi la partie fact-checking qui permet d'avoir une information qui ne sera pas forcément sur les réseaux, mais qui sera vérifiée par un humain. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'étendre les partenariats à d'autres médias. Euh, Quelles seraient les étapes d'après, en fait? Est-ce que vous, par exemple, vous allez vous tourner vers des pays d'Afrique anglophones et donc vers d'autres langues locales aussi? Oui, alors en sachant que quand on parle d'Afrique francophone, c'est vraiment sur le continent. Mais aujourd'hui, Akili est disponible en anglais, en espagnol. Là où la prochaine étape, c'est vraiment l'intégration de la jeunesse, donc des programmes qui sont mis en place pour les 15-18 ans, pour les sensibiliser sur ce besoin, ce réflexe de vérification des informations et aussi pour qu'ils soient les ambassadeurs de Akili et du fact-checking à l'intérieur de leur propre famille. Mais il pourrait y avoir, par exemple, une chaîne de télé, je vous donne une information comme ça, qui pourrait se lancer aussi pour mettre en avant peut-être des informations tellement grosses qu'il est nécessaire d'en parler pour que cette jeunesse puisse avoir un espace où elle peut aller suivre tout ce qui est erroné et qui circule sur les réseaux sociaux. On aurait aussi peut-être des concours à mettre en place pour que les jeunes puissent partager des vidéos dans lesquelles ils se montrent en train de fact-checker. Et peut-être qu'un niveau 3 de Akili Check serait la possibilité de toucher une diaspora qui n'est pas forcément dans les pays d'Afrique francophone, mais qui pourrait être peut-être vivant en Russie ou dans des pays asiatiques comme la Chine, mais qui auraient besoin d'avoir accès à une plateforme pour vérifier des informations en lien avec le continent. Donc l'idée, ce serait de développer aussi l'application vers des langues qui ne sont pas forcément des langues latines. Mais ça, c'est dans un troisième temps. ce que vous décrivez là, c'est une collection d'outils qui dépassent les frontières et qui, de fait, ne sont pas liés à des autorités politiques d'un pays. Et on sait que souvent, dans la vérification des faits, c'est un des problèmes que rencontrent les rédactions parce que quand on affirme la vérité, parfois, c'est contraire à des intérêts politiques. Est-ce que vous avez senti une certaine frilosité de certaines autorités à voir arriver un outil comme ça, surtout dans des régions que vous avez décrites qui, on le sait, sont sensibles? Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, les retours qu'on a sont plutôt qu'il faudrait à terme mettre à disposition des données qui permettraient d'étudier des tendances de désinformation via les questions qui vont être posées sur la plateforme. Et notre objectif à terme, de toute façon, c'est de travailler aussi avec les gouvernements pour pouvoir leur mettre à disposition un outil qui va contrecarrer peut-être certaines menaces qu'eux pourraient identifier avec l'utilisation de l'outil. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réticence de pays africains. Là, je vous ai cité le Mali avec la plateforme avec qui nous travaillons, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Et aucun de ces gouvernements n'a mis d'objection au fait que la plateforme se développe. Alors justement, vous collectez les questions des utilisateurs et vous pouvez donc les analyser, ce que vous venez de dire. Quelles sont les questions les plus fréquentes, si vous allez donner, enfin, quels sont les sujets qui inquiètent le plus vos utilisateurs? Alors, ce sont souvent des sujets politiques, mais j'ai posé la question aux développeurs justement pour pouvoir avoir des tendances que j'aurais pu vous partager, mais ils ont estimé qu'aujourd'hui, la base d'informations récoltées n'était pas assez significative, pardon, pour pouvoir évaluer des tendances et pouvoir faire des nœuds, des nuages de mots-clés en rapport avec telle ou telle question. Mais l'application a été lancée, elle a commencé début février de cette année 2025, donc il faut nous laisser peut-être un peu de temps pour pouvoir créer des sous-catégories et des tendances qu'on pourra partager après avec plaisir, peut-être d'ici quelques mois quand l'application aura 1 an. Alors, encore une fois, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait que l'initiative, elle vienne d'Afrique et qu'elle semble en avance sur ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Et j'allais vous demander aussi quelle était la source d'inspiration, même si vous avez déjà répondu en partie à ces questions-là. Mais c'est vrai que vous faites face à un double défi parce qu'il y a les questions politiques dont on vient de parler, il y a aussi la question du financement, puisque le financement que vous décrivez est sans commune mesure avec ce qu'on peut voir, par exemple, en provenance des États-Unis, etc. Donc, quelle est votre motivation pour la suite du projet? Alors l'idée, c'est vraiment là, comme je vous disais, de pouvoir intégrer la jeunesse dans ce projet parce qu'on pense que c'est un maillon fort du développement du fact-checking parce que ce sont les plus gros utilisateurs des réseaux sociaux. Et comme vous l'avez dit, le budget n'étant pas énorme, c'est vraiment un travail qui se fait avec beaucoup de volontariat, à la fois des structures qui vont développer l'application, mais également des journalistes et des médias qui travaillent en partenariat pour qu'elle se développe parce il y a une vraie compréhension de l'intérêt de cette plateforme pour la lutte contre la diffusion d'informations qui peuvent avoir des impacts vraiment importants sur les pays africains, en sachant que voilà, ce sont des pays qui ne sont pas toujours stables politiquement parlant et que la moindre information qui circule à grande échelle peut venir déstabiliser encore plus ces pays-là. Dernière question, on sait que les IA, en tout cas les grands modèles de langage qu'on utilise aujourd'hui, les plus fréquents comme ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., lorsqu'on leur pose des questions pendant des périodes électorales sensibles, ils vont plutôt botter en touche en disant ah non, non, selon mes conditions générales, je ne peux pas trop répondre à ce genre de questions, etc. Comment se comporte Akili sur des questions qui sont centrales quand on parle de désinformation? Alors, Akili va aller chercher les informations déjà sur les plateformes qui sont identifiées et qui, elles, vont transmettre des informations qui, jusqu'à maintenant, se sont avérées plutôt correctes. Et dans un second temps, si l'application estime que c'est compliqué parce qu'il y a trop d'informations contradictoires, là, on compte vraiment sur le journaliste, en sachant que l'identité des journalistes n'est pas diffusée. Donc, ils vont vraiment répondre de manière neutre et objective à la question. Il y a pas comment dire? Le côté complexe de l'identité pouvant être découverte et pouvant mettre en danger le journaliste dans des situations politiques compliquées n'entre pas en jeu dans la réponse qui vient derrière. Parfait, précision utile. Merci beaucoup Ambre Delcroix d'avoir pris le temps de participer au podcast et de nous avoir parlé d'Akili. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser vos notes et commentaires, ça aide vraiment la diffusion du podcast. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information sur odile.org, odil.org.